précisé en introduction pourquoi je me suis intéressé aux théories du complot. C'est parce que je viens des sciences, je viens de la biologie en particulier, et j'ai été toujours intéressé par les arguments, la structure logique en particulier, des arguments qui pouvaient utiliser les complotistes de tout bord et de tout plan. J'ai commencé à m'intéresser à ça au début des années 2010, et il se trouve que le phénomène n'a cessé depuis de prendre de l'ampleur. Alors, commençons par définir de quoi l'on parle. Donc, dans théorie du complot, il y a deux concepts, il y a théorie et complot. Commençons par complot. Eh bien, complot, si tu l'indiques cette image, c'est l'idée qu'un petit groupe de personnages puissants se coordonnent pour planifier une action illégale néfaste. Il n'y a, je pense, aucune discussion quant à cette définition. Elle est admise. En revanche, la définition d'une théorie est plus complexe. Si je m'en réfère au petit Robert, il y a plusieurs définitions, au moins 4 de notion de théorie. La une, c'est une spéculation et une connaissance qui s'arrête à la simple spéculation. Et c'est ce à quoi renvoie la plaisanterie populaire qu'un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien. Et la 4, c'est une notion générale par comparaison avec une théorie scientifique. Donc il y a tout un continuum, vous le voyez, de définition du concept de théorie, de la pure spéculation à la notion scientifique. Et je pense que c'est sur ce point, ce continuum, ces nuances de gris, pour ainsi dire, du blanc au noir, que repose le succès des théories du complot. Je vais développer ces idées par la suite. Je voudrais auparavant faire un point historique. Je pense que l'on comprend mieux les choses quand on les saisit dans une perspective historique. C'est pourquoi je voudrais revenir à ce qui m'apparaît. Je dis formation scientifique, mais je m'intéresse énormément à l'histoire aussi. Je pense que les théories du complot, dans leur structure argumentative telle qu'on les connaît aujourd'hui, remontent à la Révolution française. Vous avez ici à l'écran, vous pouvez lire à l'écran, un ouvrage, parmi les nombreux ouvrages qui ont été publiés par les immigrés, comme on les a appelés, ceux qui ont quitté la France après 1789, ou plus généralement après 1790, 91, 92, etc. Donc des gens qui étaient hostiles à la Révolution française, et qui ont énormément écrit. Pour comprendre, analyser ce qui était pour eux un événement impensable et traumatique, à savoir l'effondrement de la monarchie française, de la dynastie des Bourbons et auparavant d'autres dynasties, bref, de cette institution française des rois qui paraissaient inébranlables. Je vais revenir par la suite sur cette idée que les théories du complot ont essentiellement pour fonction d'expliquer l'inexplicable, ou du moins l'apparemment inexplicable. Donc voici cet abbé Barrel, un de ces nombreux immigrés, qui nous explique, dès 1798, que la chute de la monarchie des Bourbons, de la Révolution de 1789 et ce qui en est suivi, a été le produit de la plus profonde scélératesse, comme il dit, ourdie par des sociétés secrètes qui ont hâté les moments propices au complot. Je pense que l'on a là déjà l'essentiel de l'argumentaire. Suivons un petit peu maintenant dans le temps la manière dont cet argumentaire va être repris. D'abord, il faut noter que dès la formulation de cet argumentaire que l'on appellerait aujourd'hui complotiste, c'était évidemment pas du tout les termes de l'époque, cette idée que des petits groupes agissant dans la clandestinité ou l'obscurité
puisse être à l'origine de faits historiques très importants suscite des discussions. J'indique là à gauche comment dire, le facsimilé, enfin, la reproduction d'un ouvrage qui répond à celui de l'abbé, qui répond en particulier du point de vue des francs-maçons, qui étaient accusés d'être les instigateurs de ces grands événements de 1789 et de ce qui s'est suivi, et qui essaie de raisonner en disant, par exemple, s'il était vrai que les Illuminés, les Illuminés, on fait ici allusion aux Illuminati, fraction de la franc-maçonnerie que certains courants ont toujours, et d'ailleurs ce fantasme existe encore aujourd'hui, accusé, ou en tout cas qui ont attribué un pouvoir supérieur. Toujours est-il, s'il est vrai que les Illuminati eussent eu les mêmes projets que les Jacobins, n'aurait-on pas trouvé les traces de quelque effort pour parvenir à ce but, écrit M. Mounier en répondant à l'abbé Baruel. C'est fort intéressant. Il essaye de raisonner. Je sais que votre cycle de conférence s'intéresse à la question de la raison. Il essaie de jouer d'argumentaire, mais a-t-il les réponses? Eh bien non. Toute la suite de l'histoire le montre. Me semble-t-il, il n'y a pas vraiment de réponse à cela. Tout le XIXe siècle va être marqué par des discours que l'on qualifierait aujourd'hui de complotistes ou de conspirationnistes, entretenus par l'Église catholique, qui est à l'époque une force, disons, conservatrice, qui s'oppose au mouvement révolutionnaire initié par 1789 et ce qui en est suivi. Et cette Église catholique va être le principal vecteur de théories complotistes, accusant du mal, accusant de ce qui dysfonctionne dans la société et accusant en particulier de ce grand traumatisme qu'est pour elle la Révolution française de 1789 et ce qui en est suivi, tantôt les francs-maçons, la franc-maçonnerie, qui est historiquement le coupable historique de ces théories complotistes, et tantôt les juifs, plutôt dans la seconde moitié du XIXe siècle. Je n'entends pas par là dire que l'ensemble de l'Église catholique a participé à tout cela, mais une fraction du catholicisme a considéré qu'il y avait une conspiration organisée, délibérée. Ce courant de pensée antisémite ne se limitait pas à l'Église catholique, au demeurant. Hein. On sait bien, les quelques captures de journaux de l'époque rappellent bien l'ambiance, donc à toute fin du XIXe siècle. Hein, on est vraiment dans les années 1895, 16, 17, etc. À toute fin du XIXe siècle, à quel point cette question de l'antisémitisme a été prégnante autour de l'affaire Dreyfus, entre les courants dreyfusards, notamment Émile Zola, ici rappelé, ou Jean Jaurès, et les courants anti-dreyfusards qui défendaient l'idée de la culpabilité du capitaine Dreyfus, où on était typiquement dans une théorie du complot. À savoir, il y avait un complot fomenté par le capitaine. Le juif Dreyfus, comme le dit la libre parole d'Édouard Drollemont reproduite sur cet écran, aurait fomenté un complot contre la République. D'autres incarnations vont suivre de ces idées que ce qui ne va pas, ce qui va mal en tout cas dans l'histoire, s'explique par des complots. Les années 30 ont été, je pense, une apogée de cette idée, de cette conviction. On dit souvent aujourd'hui que ce que nous connaissons, en particulier dans l'actualité internationale, rappelle les années 30. Je ne me prononcerai pas sur cette question. Je veux en tout cas rappeler l'ampleur de l'antisémitisme des années 30 et de l'idée que
les Juifs, des Juifs, ou les Juifs, peu importe, comploteraient en secret pour la destruction du monde. Vous voyez à gauche de cette image ce faux concocté par la police tsariste avant la Première Guerre mondiale, qui est bien connu. À présent, on connaît bien l'histoire de ce faux, les protocoles des sages de Sion, mais on connaît moins le fait que la presse internationale l'a considéré à une époque comme un document intéressant. Et j'indique au milieu de cette image Jewish War Plot Exposure, qui est un extrait du Times, donc le quotidien conservateur britannique de référence qui passe jusqu'à aujourd'hui encore pour un quotidien tout à fait sérieux. Donc cette idée du complot juif, Jewish War Plot, est forte dans les années 30, et bon, ne revenons pas sur ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais faisons plutôt une petite traversée de l'Atlantique pour revenir à ce qui est, à mon avis, une des sources de l'ampleur que prennent actuellement les idées complotistes, à savoir cette tradition américaine fort ancienne d'attribuer aux problèmes, aux désarrois, aux difficultés de l'État américain des conspirations, des complots. Idée là encore fort ancienne. Vous voyez à gauche de cette image un texte de 1835, écrit par un vénérable ecclésiastique, qui reproche aux catholiques, aux papistes, comme on disait à l'époque, dans cette Amérique qui, à l'époque, était quasi uniquement protestante, si on accepte évidemment les Amérindiens, mais les difficultés de l'Amérique étaient attribuées dans cet ouvrage, Foreign Conspiracy Against Liberties of the United States, aux papistes, aux catholiques. Et j'indique également à droite la page de garde d'un ouvrage extrêmement intéressant, d'ailleurs c'est une encyclopédie des théories du complot dans l'histoire américaine, qui en recense pas moins de 3000. C'est considérable. C'est une manière de voir l'histoire américaine à travers ce prisme conspirationniste. Il y a évidemment de multiples manières de voir l'histoire américaine. Howard Zinn s'est illustré par sa vision populaire. Il y a 1000 autres visions possibles que de l'histoire française. Je ne sais pas, et je doute que l'on puisse faire une histoire conspirationniste, du moins une vision conspirationniste de l'histoire française. Je pense qu'un tel livre, qui est tout à fait passionnant et documenté, ne peut exister que par une certaine particularité de l'histoire américaine, sur laquelle on pourra revenir dans la discussion. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire politique américaine, mais je note tout cela. C'est ce que le politiste américain Douglas Hofstadter a appelé le style paranoïaque de la vie politique américaine. En voici quelques exemples. Pardon, c'est Richard Douglas Hofstadter, le style paranoïaque, voilà, qui a, pour ainsi dire, dominé cette vision historique américaine. Et le fait est que l'histoire politique américaine a été nourrie, a été abondée par des événements complexes, et les plus évidents d'entre eux étant l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, sur lequel il reste aujourd'hui encore, admettons-le, et en dépit des innombrables commissions d'enquête, certaines imprécisions. Il y avait aussi dans l'histoire politique américaine des aspects nettement plus paranoïaques, et nous voyons en haut de cette image, en haut à gauche, le sénateur McCarthy, à l'époque de ce qu'on appelait la chasse aux sorcières, ou de
cette grande crainte des communistes au tout début de la guerre froide, qui voyaient une infiltration communiste partout dans le pays. On sait que Charlie Chaplin a dû quitter les États-Unis suite à cette campagne anticommuniste virulente. Et on voit aussi, et il est intéressant de relier les deux, ça c'est en bas à gauche de cet écran, que le fait que les flying saucers, les soucoupes volantes en français, interviennent dans le même contexte, le contexte de la guerre froide. On a un tout petit peu moins peur des communistes, puisqu'on est au début des années 60, depuis les années 50, mais tout de même, n'y aurait-il pas des soucoupes volantes, des martiens, des extraterrestres qui voudraient envahir les États-Unis? Entre les deux, l'assassinat de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, le président de la République, le président américain, pardon, puis de son frère, puis cette tension, cette grande tension politique des années 70, et on arrive à cela, à savoir le fameux 11 septembre 2001, qui va me servir, dans l'exposé que je vous propose, de cas d'école, en quelque sorte, pour voir les structures argumentaires. J'en ai fini avec la partie historique de cet exposé, pour voir la structure argumentaire de ces théories du complot. Donc je propose ici une analyse en quelque sorte rhétorique ou argumentative. Essayons de voir comment argumentent les gens qui soutiennent ce que l'on appelle plus généralement des théories du complot, mais après tout, prenons au sérieux les arguments avancés et voyons comment ils fonctionnent. Ce que je vais soutenir ici, c'est que la structure argumentative, c'est ça qui m'a intéressé en travaillant sur ces questions, repose toujours sur les mêmes piliers, et le premier d'entre eux est la genèse du doute, qui consiste à tenter ou à vouloir ébranler ce qui passe pour les certitudes de la personne à laquelle on s'adresse. On entend montrer que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. On entend montrer que, après tout, pourquoi es-tu certain? Cela n'est-il pas des paradoxes? Et j'en donne deux exemples. À propos de ces attentats du 11 septembre, qui encore une fois me semble le cas le plus typique, le plus complexe, eh bien, je prends ces exemples de capture d'écran du site Reopen 9/11 qui défend l'idée qu'il y aurait une forme de complot, de conspiration organisant ces attentats du 11 septembre, en tout cas qu'il n'aurait pas été le fait de l'explosion des avions, des deux avions, et le troisième sur Washington. Voilà des points qui relèvent cette idée de genèse du doute. Ils disent bien, y a-t-il bien une défense aérienne inexistante? Ça, c'est le point haut à gauche. Et on nous indique que la défense aérienne américaine a conduit 67 interceptions d'avions avec un taux de réussite de 100% dans un délai de 20 minutes. Donc, l'argument est recevable. Comment se fait-il que la défense aérienne américaine n'ait pu intercepter les avions détournés par des terroristes? Une attaque surprise? Pas si surprise que ça. Argument 2, en haut à droite, les autorités américaines ont défendu la théorie de l'attaque surprise à laquelle n'étaient pas préparées. Or, elles savaient qu'un tel attentat d'une telle envergure risquait d'avoir lieu sur leur territoire. Les États-Unis y étaient préparés et avaient mené plusieurs exercices. Autre argument recevable, il y avait des informations relevant du renseignement sur la perspective d'une telle attaque, qui n'ont pas été prises au sérieux. Et enfin, des courbes d'actifs financiers qui indiquent de mystérieux délits d'initiés boursiers à la veille des attentats. Certains auraient revendu massivement leurs actions, comme s'ils étaient informés, ou comme s'ils avaient connaissance de la dégringolade boursière qui a suivi les attentats du 11 septembre. Donc voici trois arguments qui visent à générer du doute. Pourquoi donc l'armée de l'air américaine
supposée la plus puissante du monde, n'a-t-elle pu intercepter ces avions détournés? Pourquoi les services de renseignement américains, eux aussi, et rappelons-nous qu'on est encore en 2001, une époque où la domination américaine sur le monde ne faisait aucun conteste, faisait l'objet d'aucune contestation, pourquoi n'ont-ils pas pu prendre connaissance ou informer ou alerter sur les attentats, et comment se fait-il que certains semblent avoir été informés avec ces actions en bourse de ce qui allait se passer? Voilà comment débute toute rhétorique complotiste, avec l'idée de générer un doute, et autour de cet argument qui, dans le langage commun, se résume par l'idée du « tu trouves pas ça bizarre, toi? Tu trouves pas ça bizarre que la défense aérienne américaine n'ait pas pu, etc. » Alors, après ça, et quitte à paraître un petit peu cuistre, un petit peu de latin, qui prodest, à qui profite le crime, comme on disait autrefois en latin. La seconde partie de l'argumentation complotiste vise à répondre à la première partie. Une fois le doute généré, on se dit à qui pourraient servir ces actes. Si l'on admet l'idée que la version officielle, avec les guillemets, version officielle qui est toujours utilisée dans cette rhétorique, la version des autorités est fausse, que ce qui est prétendu par les autorités est mensonger, alors il y a donc une autre version, mais qui pourrait en profiter. Et voici toujours des captures d'écran du site Reopen 9/11 qui indique que les attentats du 11 septembre pourraient être une aubaine pour l'administration Bush. Rappelons encore une fois que nous sommes, il y a plus de 20 ans de cela, où l'équipe politique au pouvoir à Washington était plutôt interventionniste dans les affaires mondiales, mais il y avait plutôt des projets de domination et d'intervention, à une époque où là encore la Chine était tellement puissante. Et autre argument, le Pakistan, un allié très suspect, que nous annonce le site Reopen 9/11, qui relève que les services secrets pakistanais avaient certains liens, avaient certaines connaissances, certaines interactions avec les terroristes qui sont l'auteur des attentats du 11 septembre. Donc, qui prodeste, à qui profite le crime, vise, et vous le constaterez là encore, c'est absolument récurrent dans les rhétoriques complotistes, il y a toujours l'idée que cela profite à quelqu'un, ce qui est absolument indiscutable, tout peut profiter à quelqu'un, mais nous verrons par la suite que penser de ces arguments. Le troisième étape d'une rhétorique complotiste est celui de l'appel à l'autorité des experts. Il s'agit de montrer que des sachants, des savants, adhèrent à on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas adhèrent à soit la jeunesse du doute, soit la rhétorique du « à qui profite le crime ». Vous verrez à la droite de cette image l'équivalent français du site Reopen 9/11 qui relève que des professeurs universitaires, des architectes et ingénieurs, donc s'exprimant sur les questions de travaux publics et de bâtiments, des hauts fonctionnaires, des pilotes et professionnels de l'aviation, donc s'exprimant donc sur les questions de détournement d'avions de ligne, des survivants et proches des victimes, des professionnels des médias et du divertissement, expriment des doutes, un titre ou un autre, mais en tout cas, on a le principe de la pétition, le principe de « vous n'êtes pas seul », et ça c'est très important également dans cette rhétorique, c'est une fois le doute inséré, de montrer que vous n'êtes pas seul à penser cela, il y a d'autres gens, des gens supposés qualifiés sur les questions dont il est ici question de bâtiments et de travaux publics avec les architectes et ingénieurs, une question d'aviation de ligne avec les pilotes et professionnels, et bref, des gens tout à fait sérieux partagent
les mêmes doutes que vous et cette interrogation sur à qui profite le crime. Dernier aspect, et c'est le plus intéressant, je pense, du point de vue rhétorique, de l'analyse rhétorique, c'est ce qu'on appelle le raisonnement abductif. Donc, je m'excuse par avance d'employer des termes un petit peu trop complexes, mais on peut considérer qu'il y a 3 types de raisonnement, puisque votre site de séminaire s'intéresse à ces questions. La déduction, qui est très simple, donc, dans laquelle on applique une loi universelle à une situation particulière. Par exemple, on trouve des squelettes de dinosaures dans les sédiments du Crétacé, donc les dinosaures ont vécu au Crétacé. Un raisonnement qui est indiscutable. Ses causes, ses effets sont certains, mais ses énoncés le sont aussi. L'induction, un petit peu plus complexe, dans laquelle on extrapole le résultat d'observations régulières. Par exemple, on ne trouve pas de squelette de dinosaures dans les sédiments postérieurs au Crétacé, donc les dinosaures ont disparu à la fin du Crétacé. Ah oui, mais peut-être qu'il y a eu des dinosaures après la fin du Crétacé et que leurs squelettes ont disparu pour telle ou telle raison. Donc on a une situation où les causes sont certaines, les effets probables, et les énoncés probables également. C'est moins certain. Et voici enfin le dernier type de raisonnement, parce que les 2 premiers, déduction et induction, sont connus depuis l'Antiquité et depuis les travaux des philosophes grecs sur l'argumentation et la rhétorique. L'abduction, que l'on voit apparaître à la fin du 19e siècle, il s'agit de rechercher une cause passée d'événements avérés. Alors voici un énoncé abductif à propos de cette fameuse question des dinosaures. Une météorite a percuté la Terre à la fin du Crétacé, entraînant un bref refroidissement, entraînant peut-être la disparition des dinosaures. Alors que penser de cet énoncé? Une majorité de la communauté scientifique, même une très grande majorité, considère aujourd'hui qu'il s'agit là d'un énoncé scientifique exact. Que la fin de l'ère secondaire a été marquée par cet impact météoritique qui a changé massivement le climat de notre planète, avec un refroidissement soudain, entraînant la disparition des dinosaures et accessoirement l'expansion des mammifères, des petits mammifères qui sont l'expression bien connue, trottaient déjà entre les pattes des dinosaures, qui étaient eux à sang chaud et donc qui ont eu un intérêt évolutif dans cette période de refroidissement. Mais bon, ne revenons pas sur cette question de disparition des dinosaures et intéressons-nous à la structure argumentative. Nous sommes là dans une situation où les causes sont probables, les effets certains, il est probable qu'une météorite a percuté la Terre, on peut même dire que c'est quasiment certain, même s'il y a peut-être d'autres moyens de l'interpréter. Les effets, un impact météoritique de cette espèce, de cette force, certain que ça induit un nuage dans l'atmosphère filtrant les rayons solaires pendant de très nombreuses années, et puis les énoncés plausibles. Oui, il est possible que ça ait entraîné la disparition de dinosaures. Mais rien n'est certain là-dedans, et il n'y a évidemment pas de démarche expérimentale possible. Donc, ce raisonnement abductif, et je vais en revenir juste après aux questions de théorie du complot et de leur structure argumentative, ce raisonnement abductif est solide logiquement, il est utilisé dans les sciences, dans de nombreuses sciences, mais il peut aussi être détourné par une rhétorique conspirationniste. Je rappelle ici une définition du philosophe américain Peirce à la fin du XIXe siècle, qui résumait très logiquement, c'est un logicien, on le prend comme un des pionniers de la philosophie analytique, qui résumait bien en quoi consiste ce raisonnement abductif. On observe le fait surprenant C. Si A était vrai, C s'expliquerait comme un fait normal. Pourtant, il est raisonnable de soupçonner, présumer que A est vrai. Et
la structure argumentative d'une théorie conspirationniste est exactement la même, sauf que A n'est pas vrai, ou du moins que l'on peut penser que A n'est pas vrai, qu'il y a de sérieuses raisons de penser que A n'est pas vrai. Le fait C est toujours surprenant, et revenons-en à l'exemple princeps de la Révolution française que j'évoquais au début de cet exposé. La Révolution française est un fait surprenant, et si A, à savoir, selon les idées de l'abbé Barruet, que les francs-maçons avaient fomenté une conspiration pour abattre la monarchie française, eh bien, C, à savoir la Révolution française, serait un fait logique, mais A n'est pas vrai. Cela paraît peut-être un petit peu théorique, mais je pense qu'en revenir à ces structures logiques philosophiques est très important pour comprendre ce qui se passe. Un raisonnement abductif peut être parfaitement sérieux philosophiquement mais scientifiquement, à condition que A soit vrai. Or, une théorie, un discours conspirationniste repose exactement sur cette structure logique. Si A était vrai, C s'expliquerait comme un fait normal, mais dans des cas où A n'est pas vrai. Et voici des cas, toujours en revenant à cet exemple princeps du discours sur le 11 septembre 2001. Les explications officielles de la chute des tours jumelles fiction ou réalité, qui énoncent différents arguments, et l'effondrement magique de la tour. On est tout à fait là dans ces exemples d'abduction conspirationniste. Je veux revenir également sur le fait que cette abduction mensongère et falsifiée a des effets importants, et je pense que c'est très intéressant vis-à-vis de ce que je crois être les gens qui m'écoutent et qui s'intéressent aux questions de raison ou de science, a des effets importants sur le monde scientifique. Je veux en donner ici deux exemples de nature très différente. Commençons par rappeler que la communication des résultats scientifiques se fait aujourd'hui, pour l'essentiel, par le biais de publications dans des revues à comité de lecture. Expliquons un petit peu, pour ceux qui ne sont pas du milieu, comment ça fonctionne. Un auteur envoie un manuscrit scientifique à une revue, et cette revue va à son tour faire en quelque sorte expertiser ce manuscrit par 1, 2, 3, 4, ça dépend des revues, experts indépendants, experts du même domaine, qui lui recommanderont d'accepter, de refuser, ou de demander des modifications, etc. Tout est possible, ce manuscrit. Cette procédure est souvent critiquée, et on pourra en discuter après, mais toujours est-il qu'elle fonde la circulation des idées scientifiques depuis au moins le début du XXe siècle. Or, cette procédure a été détournée à 2 reprises, au moins, et dans un sens différent, par des idées conspirationnistes, et je vais revenir là encore à l'exemple fondateur du 11 septembre. À la gauche, vous voyez une capture d'écran du Journal of 9/11 Studies. Vous pourrez consulter cette revue qui se présente absolument entièrement comme une revue à comité de lecture, une revue scientifique à comité de lecture. Sauf que lorsque vous consulterez déclaration en quelque sorte d'intérêt, il s'agit toujours de publier des articles mettant en cause cette fameuse version officielle des attentats et mettant en avant des versions dites alternatives, donc supposant que ce ne sont pas les avions détournés par des terroristes qui se sont précipités vers les tours qui sont à l'origine de leur effondrement. Ce Journal of 9/11 Studies a, selon un slogan publicitaire que les plus anciens se souviendront peut-être, comme
l'odeur et l'aspect de l'alcool, mais il n'est pas d'alcool. Il y a une publicité à ce sujet autrefois. Ça ressemble à une revue scientifique et comité de lecture, mais ce n'en est pas une. Mais d'un point de vue extérieur, tous les aspects sont là. À droite, vous voyez une capture d'écran d'un article du Open Chemical Physics Journal qui est un cas un petit peu différent, quoique relevant de la même logique, de détournement de ce système des publications à comité de lecture par une rhétorique conspirationniste. De quoi s'agit-il? Il me faut là encore faire une petite digression. Le système des revues à comité de lecture fonctionnait jusqu'à l'irruption d'Internet, disons grosso modo jusqu'au début des années 2000, c'est-à-dire précisément de ces attentats du 11 septembre, sur un système où il fallait payer pour lire. Il fallait être abonné à une revue, à un comité de lecture. Il fallait alors soit directement, soit par la bibliothèque de son université, de son institut de recherche, peu importe. Et puis est apparu petit à petit un système alternatif fondé sur l'idée qu'après tout, on pourrait faire l'inverse et payer non pas pour lire, mais pour écrire. Donc c'est ce que l'on a appelé les revues scientifiques Open Access, où la lecture est gratuite, accessible à tous, mais où la publication est payante. Ce système en soi ne pose aucune difficulté particulière. Il y a d'excellentes revues scientifiques en open access, comme on l'appelle, et du reste, nombre d'institutions, à commencer par la Commission européenne, défendent ce système au nom de l'idée, qui est tout à fait justifiable, que puisque la recherche publique est financée par des fonds publics, il est normal que le public ait accès aux résultats de cette recherche. Donc, il n'y a pas besoin de payer ou de se rendre dans une bibliothèque qui elle-même payerait pour avoir accès aux résultats de la recherche. Il y a donc une mutation de fond dans les fonctionnements de l'édition scientifique, fort intéressante, mais qui ne remet en rien en cause la qualité de ce qui est publié. En revanche, un certain nombre d'éditeurs fort astucieux, mais margoulins, pour ainsi dire, ont su détourner le système pour publier absolument n'importe quoi. En créant des revues qui semblent être des revues à comité de lecture, mais qui n'ont en aucun cas la qualité, la précision, la rigueur des relectures, qui jouent souvent sur une apparence de titre scientifique sérieux. Nous voyons ici The Open Chemical Physics Journal. Si l'on n'est pas de la partie, considérer qu'il y a là une revue absolument sérieuse. Mais ces revues sont éditées en masse par des groupes de presse dont la seule fonction, et c'est fort astucieux de cette manière, est, puisqu'on est passé dans un système où il faut payer pour publier, et de publier n'importe quoi, ou en tout cas presque n'importe quoi, à condition que les auteurs versent et payent à l'éditeur. Et après cette longue digression sur l'évolution de l'édition scientifique, je pense que c'est important, vous avez ici un article du Open Chemical Physics Journal qui défend l'idée à partir d'analyses chimiques tout à fait ineptes que une des tours jumelles de New York se serait effondrée, non pas à cause de l'impact des avions, mais à cause d'explosifs qui auraient été placés par on ne sait qui dans leur sous-sol. Pour dire l'ampleur de la malhonnêteté de ces revues, à l'époque, la rédactrice en chef de cette revue était une Française, une chimiste française, qui n'a même pas été informée que cet article avait été accepté, mais tout l'éditeur, le groupe Bentham, avait accepté le paiement des auteurs,
Et à la suite de ça, elle a démissionné de la rédaction en chef de cette revue scientifique. Je pense que ces éléments sont importants pour comprendre que ces histoires de théorie du complot et de conspirationnisme ne sont pas juste des élucubrations, ce qu'elles sont un petit peu aussi, mais peuvent mettre en cause assez sérieusement le fonctionnement même de l'institution scientifique qui, me semble-t-il, intéresse beaucoup les gens réunis aujourd'hui. Alors, que faire avec tout cela et comment essayer de se repérer maintenant que l'on a essayé d'identifier, j'espère vous avoir aidé en ce sens, les arguments d'une rhétorique conspirationniste. Je pense qu'un bon vieux principe dit du rasoir d'Occam, qui fait allusion au moine dominicain britannique Guillaume d'Occam, qui a été l'inspirateur du personnage joué par Sean Connery dans Le Nom de la Rose. Donc une sorte de logicien, sa manière médiévale. On a souvent pensé beaucoup de mal, dit beaucoup de mal en tout cas de la pensée médiévale, mais qui était beaucoup plus complexe qu'on le croit souvent. Et ce Guillaume d'Occam soulignait qu'il ne faut pas multiplier les explications et les causes sans qu'on en ait une stricte nécessité. Ce qui paraît de bon sens, ainsi, mais qui est en fait peut-être un conseil tout à fait précieux si l'on repense à ces arguments ou à ces théories explicatives. Et j'en reviens une fois encore à ce 11 septembre 2001. Il y a une première théorie qui est que des avions détournés dans le cadre d'un complot, n'hésitons pas à le dire, et ce soit volontairement écrasés contre les tours jumelles de New York, que ces tours se soient ainsi écrasées. Et puis ensuite, il y a une autre explication qui reviendrait à dire que ces avions se seraient certes écrasés sur les tours jumelles, les faits sont incontestables, mais qu'en vérité, ces tours jumelles ne se seraient pas écrasées, ne se seraient pas effondrées à cause de l'impact des avions, mais à cause d'agissements souterrains de personnages qui auraient peut-être déposer des explosifs dans les sous-sols ou autres. On est là typiquement dans un cas où l'on multiplie les explications et les causes sans qu'on en ait une stricte nécessité. C'est un principe de logique tout bête, mais je pense qu'il est tout à fait utile, et en particulier pour rappeler le fait que, comme le disaient ces manifestants contre le président Trump, la science n'est pas un fait alternatif. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir président discuter de tout cela. En tout cas, merci beaucoup. Toujours difficile de parler tout seul devant un écran, mais j'attends beaucoup de cet échange. Merci beaucoup, Nicolas. Et malheureusement, on ne peut pas vous applaudir, ou, en tout cas abstraitement, vous avez nos applaudissements. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je vais, avant de passer aux questions des utilisateurs qui ne vont pas manquer d'arriver, il y en a déjà deux, je vois, mais je vais poser une question qui taraude des millions de Français en ce moment. Alors, il ne s'agit pas... Alors, je vous attends. Donc, il ne s'agit pas de la fin du mois ni de la fin du monde, comme d'autres pourraient croire. En fait, ma question, elle est la suivante. Vous appelez, par exemple, votre ancien ami ou une tante avec qui vous communiquez occasionnellement, et puis, aux surprises, avec horreur, vous constatez qu'il ou elle commence à croire des théories du complot, les plus échevelées, parfois. Et comment c'est possible et que faire? Bien, ce n'est pas la plus simple des questions. Non, mais je le pose à toutes les conférences traitant des complots. C'est même la plus ambitieuse. Oui, exactement. Je pense que la principale chose à faire, ça fait bientôt 10 ans que je réfléchis à ces questions, c'est de faire admettre l'idée qu'il y a beaucoup d'incertitudes
dans la vie et dans l'histoire, et que beaucoup de choses ne sont pas prévisibles. C'est une idée que je serais heureux de discuter avec les gens qui suivent ce webinaire, mais je pense qu'une idée conspirationniste vient toujours, d'une manière ou d'une autre, rassurer cette inquiétude de dire que le monde est incompréhensible, il est vraiment imprévisible, et c'est pour ça que je remontais à l'abbé Baruel qui était stupéfait de cet effondrement de la monarchie française, comme on a pu être stupéfait du fait que 22 terroristes puissent détruire ainsi le cœur des États-Unis. Eh bien, il y a des choses stupéfiantes dans l'histoire. Il y a des choses très, très, très étonnantes et qui n'ont pas besoin de s'expliquer par l'action de force occulte. Simplement qu'il y a des choses curieuses et bizarres dans l'histoire. Voilà. Et je pense que si cette fameuse tente que vous évoquez, si je devais argumenter, ça m'est arrivé parfois, je pense que je reviendrai à cette idée que tout n'est pas prévisible, tout n'est pas clair et net, et qu'il y a très souvent des choses stupéfiantes dans l'histoire. D'accord. D'accord. Merci pour votre réponse. Et puis, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire en disant que faire sera développé pendant la conférence de juin. Donc, oui. On attend aussi la conférence de juin. Voilà. Et donc, il y a une première question qui a été posée avant la conférence, d'ailleurs. Et donc, il faudrait faire une clarification là-dessus. Bonjour. Un journaliste peut-il invoquer le complot dès lors que l'on pense différemment? Est-ce déontologique? Donc, en fait, c'est une question qui vous est directement adressée puisque vous êtes journaliste. Voilà. Oui, eh bien, c'est une question tout à fait respectable. Il me semble avoir essayé de démontrer dans cet exposé qu'il ne s'agissait pas seulement de penser différemment, mais lorsque l'on invoque une théorie du complot, mais de penser selon des règles de la pensée que je considère comme moins rigoureuses, moins strictes. C'est pour ça que j'en suis revenu à des bons vieux principes tels que ceux qu'invoquait Guillaume d'Occam. Lorsque l'on invoque trop d'hypothèses, trop de faits non démontrés pour expliquer quelque chose, eh bien, il vaut mieux préférer l'explication qui nécessite moins d'hypothèses plutôt que celle qui en suppose plus. En ce sens, il ne s'agit pas d'imposer son opinion, mais de considérer ou de faire valoir que telle opinion semble plus probable selon ces règles de logique formelle. Je vais poser encore une question. En fait, Gérald Bronner attire notre attention sur une idée suivante. Il dit que dans les premières théories du complot, en fait, le temps que la théorie du complot s'installe, si vous voulez, il passait un certain temps. Par exemple, le fait que le sida serait provoqué par la CIA, d'accord, cette théorie du complot a mis 4 ans à s'installer, paraît-il. D'accord. Tandis que si on prend à l'inverse, par exemple, le massacre des écrivains de Charlie, eh bien, déjà avant la soirée, il y avait plusieurs théories du complot en compétition les unes avec les autres. D'accord. Donc, que pensez-vous de cet effet? Est-ce que c'est suscité par un, qu'est-ce que je veux dire, par un besoin du public? Est-ce que c'est la pression du public qui génère ces théories du complot ou est-ce que c'est juste le développement de la technologie qui fait ça? Alors, je suis plutôt partisan de la seconde hypothèse, à savoir le développement des technologies de la communication.
Quand Gérald de Bronner évoque les théories du complot de la fin des années 80, on est dans un monde où pour diffuser une nouvelle idée, il faut imprimer une brochure, l'envoyer par la poste à travers le monde, à des gens, tout cela prend des jours, des semaines, un certain nombre à avoir connu cette époque où l'on s'écrivait, où l'on s'envoyait des documents, que l'on lisait, etc. Bon, tout cela aujourd'hui, on le sait bien, quasi instantané. Je rappelle à tout hasard que YouTube n'est jamais apparu qu'en 2006. Donc, Oui. jamais qu'il y a 15 ans. C'est quand même. Donc, YouTube n'existait pas à l'époque d'Attentat 2001, par exemple, et que cette espèce d'argumentation par la vidéo, qui est une forme en soi de rhétorique, une rhétorique fondée sur l'image, sur un montage. Le montage est quand même un art aussi de l'insinuation, du fait de mettre en rapport des choses qui ne sont pas forcément reliées. Cette argumentation par l'image et la rhétorique qui a explosé avec l'essor que l'on sait d'Internet, eh bien, tout ça n'existait pas il y a 15 ans. YouTube a été créé en 2006. Alors, voici une question qui arrive, question de Max Lafontaine. Existe-t-il un profil type d'individu à risque de dérapage conspirationniste? Je vais ajouter à cette question, là, quand on parle de dérapage conspirationniste, est-ce qu'il s'agit de dérapage de ceux qui génèrent les théories du complot ou du dérapage des individus qui les reçoivent? Oui, oui, oui. Merci beaucoup de cette question. Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il existe un profil type. Je ne peux m'appuyer pour ma réponse que sur les différents travaux qui existent de psychologie sociale, de psychologie cognitive. Il y a maintenant une littérature assez abondante sur ces questions qui relève que les gens qui adhèrent à des théories conspirationnistes, par exemple le fait que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, par exemple le fait que la princesse d'Angleterre n'est pas morte d'un accident de voiture mais a été assassinée, par exemple le fait que les attentats du 11 septembre ne sont pas causés par les avions détournés, etc. Il y a toute une batterie de théories qui sont testées dans ces études psychologiques, eh bien, ces études montrent qu'il n'y a pas de profil type pour répondre à la question, ni d'un point de vue psychologique, quelle que soit la fragilité de ce que peut être un profil psychologique, ni de formation, de niveau d'éducation, etc. C'est la seule chose qui me semble ressortir de cette littérature, à savoir qu'il n'y a absolument aucun profil type. Et pour une anecdote, là je vais vous répondre du point de vue de ce que je connais de la littérature scientifique sur la question. J'ai fait une fois une conférence un petit peu sur les mêmes thèmes chez Dassault Aviation, et un ingénieur meilleur niveau a passé la conférence à m'expliquer que la princesse d'Angleterre avait été assassinée, que les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune, etc. Et la conférence a tourné autour de ce monsieur qui finissait au bout d'un temps par agacer ses collègues, mais il était ingénieur chez Dassault Systèmes, donc du meilleur niveau intellectuel. C'était juste une anecdote, je pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur la littérature scientifique internationale plutôt que cette anecdote, mais je la raconte pour illustrer mon propos. D'accord. Alors, il y avait une question qui commençait à apparaître, mais apparemment, ça a disparu. Alors, je vais attendre une seconde. Peut-être qu'elle est en train de l'écrire. Sinon, est-ce que ce que vous connaissez des théories du complot, on dit parfois que la théorie du complot la plus crue dans le monde entier et c'est tracé que laissent les avions dans le ciel. Vous savez, et à cela, on ajoute aussi que, en fait, c'est des produits chimiques pour stériliser
les nations, enfin certains peuples, et pour remplacer par d'autres peuples, etc., etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le fond de cette histoire? Est-ce que vous en connaissez? Oui, 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 c'est l'histoire des chemtrails, comme on les appelle, voilà, des traînées chimiques. Euh, je ne suis pas sûr de vous suivre sur l'idée que c'est l'idée la plus répandue D'accord. parmi les théories complotistes, parce que précisément, pour qu'elle fonctionne, et si on en revient à ce bon vieux principe du rasoir d'Occam, cela suppose quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Cela suppose que des organisations secrètes soient capables d'affréter des avions, qu'elles soient capables de produire des produits chimiques, que ces produits chimiques puissent servir à stériliser des populations, etc. Et donc même avec une disposition certaine aux idées conspirationnistes, il est difficile de croire que l'on puisse ainsi, et que sans jamais personne ne s'en soit alarmé, épandre des produits dangereux sur les populations civiles de la Terre entière, et qu'aucun des 7 ou 8 milliards d'habitants de cette planète n'ait eu connaissance de ce qui se passe. Donc je ne pense pas que ce soit... Je pense que les théories du complot les plus efficaces fonctionnent sur les zones d'ombre de l'histoire. Celles que vous venez d'évoquer, les chemtrails, les traînées chimiques, au même titre que l'idée que la Terre serait plate, au même titre que l'idée que les Américains ne seraient jamais allés sur la Lune, relève, à mon sens, de théories du complot particulièrement faibles, parce que nécessitant, et j'en reviens encore une fois à Guillaume d'Occam, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'hypothèses sous-jacentes. Des théories du complot plus intéressantes, ou du moins plus discutables ou plus difficiles à discuter, portent sur des questions qui ne sont pas forcément entièrement résolues et que peut-être seule la durée de l'histoire permettra de résoudre. Par exemple, qui a assassiné et pourquoi le président John Fitzgerald Kennedy a-t-il été assassiné? Comment se fait-il que le renseignement américain n'ait pas été au courant de ce qui se tramait autour d'Oussama Ben Laden? Voilà, là, on est dans des choses qui sont reliées à la haute politique, et où tout n'est pas clair parce que les affaires des États ne sont pas claires et que les États ont des services secrets, des services de renseignement, et ça fait partie des attributs de l'État. Sans en revenir à Max Weber, l'État a le monopole de la force, il a également le monopole des services secrets. Et si ces services secrets, précisément comme leur nom l'indique, ils sont secrets et ils ont leurs secrets. Et il y a des choses qui ne sont évidemment pas éclairées sur la manière dont des choses très surprenantes et très traumatiques, comme l'assassinat du président américain en 1963 ou les attentats du 11 septembre, ou d'autres, on peut prendre de nombreux autres exemples. Là, on est dans les théories du complot qui peuvent reposer sur des soupçons plus compréhensibles que celles des traînées chimiques que vous évoquiez. D'accord. Bon, les questions pleuvent maintenant. Il y a d'abord celle d'Elisa, parce que tout à l'heure, elle était en train de l'écrire. Croyez-vous que les personnes à l'origine de la théorie sont convaincues de la véracité de cette théorie, ou s'agit-il de manipulateurs éventuels? Ah, alors je remercie beaucoup. Alors, on va dans la tête complotiste. Oui, je remercie beaucoup Elisa pour sa question qui est très subtile et très intéressante, et je suis au regret de lui dire que je n'ai aucune idée de la réponse. Quand j'ai travaillé sur ces questions, j'ai longuement échangé et discuté avec des gens me défendant différentes idées de type complotiste, et je n'ai jamais pu savoir quelle était la part chez eux de conviction, comment dire, d'envie de se distinguer en soutenant une idée particulièrement atypique ou originale. Je n'ai jamais pu comprendre vraiment ce qui se passait. Donc je suis au regret de dire à Elisa que je n'ai aucune idée de la réponse à sa question, qui est très judicieuse. Si elle a une réponse, qu'elle m'en parle, ça m'intéresserait beaucoup. D'accord. Alors, Aurélien vous pose la question suivante. J'ai le sentiment que les bulles de confirmation sur les réseaux dits sociaux, en particulier,
font le lit des théories complotistes. Comment amener quelqu'un à prendre conscience de ce biais cognitif et l'amener à s'apercevoir que les réseaux qu'il fréquente ne lui présentent qu'une réalité biaisée? Oui, c'est une question très judicieuse et il est tout à fait exact que le phénomène des bulles cognitives dans lesquelles on se trouve enfermé par les réseaux sociaux aide à entretenir ce type de conviction. Il me semble, c'est peut-être un petit peu naïf ce que je vais dire là, mais que rien ne vaut le contact humain, que rien ne vaut l'échange avec des vraies personnes. Ça renvoie un peu à ce qu'on dit sur la psychologie de la confiance. Pourquoi est-ce qu'on accorde confiance en quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on a confiance dans une personne, ou dans un savant, ou dans un scientifique? Et ben, une des raisons, c'est que la confiance est avant tout interpersonnelle et quand on s'est vu dans la vraie vie, pas sur les réseaux sociaux. Et si quelqu'un que l'on voit dans la vraie vie discute, pose peut-être un certain nombre de questions du type argumentatif et rhétorique, comme j'ai essayé de faire, je ne prétends en aucun cas avoir un vadémécum de ce qu'il faut faire, hein, mais des rencontres réelles avec des personnes à qui on attribue a priori confiance me paraît être très utile. D'accord. Alors, un spectateur anonyme, cette fois-ci, pose la question suivante. La chasse aux sorcières ne repose-t-elle pas sur une théorie conspirationniste à l'encontre de la transmission du savoir féminin? Ah, alors, il y a là une question qui dépasse totalement mes compétences. Si par chasse aux sorcières, il est question des épisodes américains du XVIIe siècle, parfois on entend ça, mais on sait également qu'en Europe, c'était au plus fort des Lumières qu'il y a eu, pardon, pas des Lumières, de la création de la rationalité, des débuts de la rationalité, 16e, 17e siècle, qui a eu le plus également de procès et de bûchers pour des sorcières. Savoir féminin, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, en quoi savoir féminin est différent du savoir masculin. Enfin, ce spectateur pose des questions très difficiles et que je n'ai pas du tout la capacité de répondre. D'accord. Alors, moi-même, j'ai une question supplémentaire. C'est, en fait, vous avez parlé de l'efficacité des théories du complot. Oui. Certaines sont plus efficaces que d'autres. Alors, il y en a une qui me taraude en particulier, c'est le complot QAnon. Oui. Alors, normalement, ça ne devrait pas être efficace, mais en fait, ça fonctionne comme une théorie de complot éponge dans lequel vient se ficher d'autres théories du complot, etc. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Oui, alors en effet, QAnon ferait partie des théories a priori totalement improbables, parce que nécessitant tellement d'hypothèses qu'un tel complot pédophile soit organisé par les élites américaines depuis si longtemps, et je pense qu'il ne peut fleurir que dans le cadre de ce que j'appelais le style paranoïaque de la vie politique américaine, et je citais en cela Hofstadter, et d'ailleurs, j'ajoute à mon argumentation qu'un homme n'existe nullement en Europe. Je n'ai jamais vu personne, ou alors c'est totalement marginal en Europe, d'adhérer à ces idées. C'est un produit typique de la vie politique américaine, avec ses particularités et son histoire. Mais nulle part au monde, personne n'adhère à cette idée, me semble-t-il. D'accord. Alors, Pierre Ollier vous pose la question suivante. L'apparition de la vie sur Terre, et surtout celle de la première cellule vivante, semble très improbable et même quasi miraculeuse pour les biologistes. Mais si Dieu existe, cette apparition devient normale. Est-ce un raisonnement abductif? Alors là, c'est versant épistémologique. Voilà.
Il me faudrait peut-être un petit peu de temps pour réfléchir. L'objection est en tout cas tout à fait astucieuse. Je remercie M. Pierre Aubier de cette objection. Oui, ça me paraît Alors, je vais répondre un petit peu vif. Nous pourrons correspondre avec M. Pierre Aubier le temps que je réfléchisse un petit peu plus posément à tout ça. Mais oui, ça me paraît relever du raisonnement abductif au sens où on suppose une cause extérieure mais non certaine, à savoir l'existence de Dieu, pour expliquer un phénomène. Oui, ça me paraît relever d'un type de raisonnement abductif. Mais encore une fois, je demande un petit peu plus de réflexion pour répondre à cette question qui est tout à fait judicieuse. D'ailleurs, il vous répond, je suis d'accord. Je ne sais pas. Alors, Ouais. attendez, on va voir. Il est en train d'écrire la suite. Alors, il y a Olivier qui vous pose une question. Existe-t-il une encyclopédie pluridisciplinaire ou en cours de constitution qui pourrait avoir une e-version des complots, conspirations, théories du complot, avec une sorte de tentative d'inventaire des arguments et des contre-arguments? Merci. Non. Alors là, je peux répondre à Olivier clairement qu'un tel ouvrage n'existe pas. Il existe un site qui s'appelle l'Observatoire du conspirationnisme. Oui, Rudi Reichstad, c'est ça? Voilà. Mais bon, on pourrait en discuter. Je ne suis pas toujours... qui fait une forme de travail encyclopédique du type de celui que demande Olivier, mais il n'a pas forcément toute la rigueur et la neutralité d'une telle encyclopédie. En tout cas, la réponse est non, il n'existe rien de tel. Si ce n'est dans l'histoire américaine, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui. C'est dans l'histoire américaine. Il existe une encyclopédie des complots dans l'histoire américaine qui court jusqu'au milieu des années 2000. Mais non, dans l'histoire française, il n'y a rien de tel. Ou même dans l'histoire européenne. D'accord. À ce propos, vous avez parlé de Hofstadter, c'est bien Richard Hofstadter, hein, parce que j'ai cru entendre Douglas à un moment donné. C'est un autre. Douglas non, Douglas Hofstadter, ça existe, mais c'est une autre personne, je crois. Alors c'est Richard. C'est Richard. Hein, d'accord. Alors, François Joyec, président de notre association d'ailleurs, vous pose la question suivante. Le créationnisme est-il une théorie du complot? Ah. Alors, je serais enclin à répondre que non, la question étant fort intéressante. Je réponds que non, si l'on en revient aux définitions que je posais en tout début de cet exposé, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un complot. Un complot est l'idée qu'une action imprévue et très frappante a été organisée par des forces malveillantes et visant à nuire. Or, le créationnisme ne suppose pas l'existence de forces malveillantes et visant à nuire, puisqu'il s'agit de faire émerger la vie. Donc, en ce sens, je ne pense pas que l'on puisse dire que le créationnisme relève d'une théorie du complot. D'accord. Alors, il y a Max Dafontaine qui réagit en disant « Danger de la prolifération des pseudosciences ». Point d'interrogation. Via leurs élucubrations autour de la science, les charlatans modernes racolent au sein de la faune sociétale en rupture. Certains se sentent même parfois progressistes et clament que la science officielle ne serait qu'un récit parmi tant d'autres. Trouver des responsabilités dans la montée du relativisme. Eh bien, Max pointe un problème que je trouve très réel, qui est celui du relativisme en philosophie et en sociologie des sciences, relativisme qui consiste à penser que toutes les opinions se valent et qu'après tout, on peut tout à fait penser que la Terre est plate, ou bien qu'elle est ronde, ou bien que le vaccin contre le Covid protège contre le Covid, ou au contraire, amplifie. Que toutes les opinions se valent et que tout est affaire de point de vue. Et je pense que Max a tout à fait raison de placer sa question, c'est plus une remarque d'ailleurs, son commentaire,
du point de vue du débat philosophique sur le relativisme. C'est en effet, me semble-t-il, à ce niveau qu'il faut poser la question. Et évidemment, en relativisme, je ne me reconnais pas dans ces courants de pensée et m'inscris plus dans une tradition rationaliste visant à considérer qu'il existe des vérités et des réalités qui sont accessibles par la démarche scientifique et non pas qu'il n'existe qu'une pluralité d'opinions. Mais Max a tout à fait raison de placer le débat à ce niveau. Les théories du complot sont une forme du relativisme. Alors, j'ai une question. En fait, on a vu pendant la pandémie fleurir tout un tas de théories du complot, mais d'une manière très accélérée par rapport à avant la pandémie, disons. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des périodes plus propices au fleurissement des théories du complot? C'est-à-dire que non seulement par leur sujet, mais par l'environnement, par l'atmosphère de l'époque, disons. Ça peut être une guerre, une pandémie ou autre chose. Mais il me semble que vous avez vous-même formulé les éléments de réponse. Vous avez évoqué une guerre et une pandémie. Ce sont quand même des choses extrêmement inquiétantes. Et toute période inquiétante, et en particulier pour des raisons imprévues, génère des théories du complot. Qui aurait pu penser que cette pandémie allait à ce point ravager la planète? De même, je reviens toujours à cet exemple fondateur, mais qui aurait pu penser que la monarchie française, qui était là depuis un millénaire, allait s'effondrer comme ça, un 14 juillet 1989. Donc, toute période où il se passe des choses totalement improbables et incompréhensibles, en premier abord, en première approche, incompréhensibles, imprévisibles, génère ces théories du complot, surtout si elles sont angoissantes. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Toute période où se produisent des événements imprévus et angoissants, et la pandémie en a été un exemple typique, génère ces théories du complot. C'est inévitable. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions ouvertes. Donc, on va vous remercier de nouveau, très chaleureusement, et puis on va vous applaudir. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bonsoir, Nicolas. Merci beaucoup de cette discussion. C'était des échanges très riches. Je vous remercie.